bonsoir, ou bonjour, ou quelle que soit l'heure à laquelle l'algorithme a décidé que vous aviez besoin de contempler l'abîme. C'est moi, Story, et ce soir, nous allons nous pencher sur un sujet léger, relaxant, parfait pour une soirée détente. Les signes avant-coureurs de la Troisième Guerre mondiale. Oui, je sais, fantastique. On pourrait parler de chatons mignons ou de recettes de cookies, mais non, apparemment, l'univers conspire pour nous rappeler que tout peut partir en vrille à une vitesse absolument spectaculaire. Alors, avant que vous ne commenciez à creuser un bunker dans votre jardin, ce qui, entre nous, n'est peut-être pas la pire des idées, vu le contexte, essayons de décortiquer ensemble ce joyeux bordel. Parce que oui, c'est compliqué. Ce n'est pas juste un gros méchant qui appuie sur un bouton rouge. Oh non, ce serait trop simple. C'est une symphonie de crise, une chorale de mauvaises décisions, un ballet diplomatique où tout le monde semble avoir deux pièces gauches et une furieuse envie de se marcher dessus. Alors, commençons par le plat de résistance, si j'ose dire. Les tensions géopolitiques majeures. Vous savez, ces petits désaccords entre nations qui impliquent des tanks, des missiles et des communiqués de presse incendiaires. Ce ne sont pas de simples querelles de voisinage. Non, là, on parle de plaques tectoniques de pouvoir qui menacent de redessiner la carte du monde. Prenez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On pensait que les invasions à grande échelle en Europe, c'était bon pour les livres d'histoire. Erreur. Poutine a décidé de nous offrir un remake grandeur nature. Le monde oscille entre sanctions économiques et livraison d'armes. Les conséquences sont catastrophiques. Des milliers de morts, des millions de déplacés, une crise alimentaire mondiale. Et cette tension permanente avec l'OTAN, rappelant que Poutine a accès à un arsenal nucléaire. Ensuite, les pressions croissantes de la Chine sur Taïwan. Pékin considère Taïwan comme une province renégate. Taïwan se voit comme une démocratie indépendante. Les États-Unis soutiennent Taïwan tout en évitant une confrontation directe avec la Chine. Imaginez une invasion de Taïwan. Taïwan est le leader mondial des semi-conducteurs. Une interruption de cette production, et c'est l'économie mondiale qui tousse. Sans parler du risque d'un conflit direct entre la Chine et les États-Unis. Et la crise éternelle entre l'Inde et le Pakistan. Ces deux-là se déchirent depuis des décennies, avec la bombe atomique en jeu. Le Cachemire, revendiqué par les deux pays, est le cœur du problème. L'Inde a révoqué l'autonomie d'une partie du Cachemire, jetant de l'huile sur le feu. Le Pakistan a protesté, et la communauté internationale a regardé ailleurs. Enfin, n'oublions pas le programme nucléaire iranien. Maintenant que nous avons bien pris la mesure des grosses menaces, celles qui font les gros titres et qui donnent des sueurs froides aux stratèges en chambre, penchons-nous sur un phénomène tout aussi préoccupant, la multiplication des conflits régionaux. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'un conflit n'implique pas directement les États-Unis, la Russie ou la Chine qu'il est anodin. Au contraire, ces petits feux, s'ils se multiplient et s'ils sont mal gérés, peuvent créer un environnement global tellement instable que le moindre choc supplémentaire pourrait tout faire basculer. Prenons le Moyen-Orient par exemple. Au-delà de la question iranienne que nous avons déjà évoquée, la région est un véritable chaudron. La Syrie est toujours un champ de ruines, après plus d'une décennie de guerre civile, avec des acteurs étrangers qui continuent de tirer les ficelles. Le Yémen est le théâtre d'une crise humanitaire effroyable, alimentée par une guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et le conflit israélo-palestinien, ce feuilleton tragique qui n'en finit pas, continue de générer des vagues de violence et d'instabilité. Chacun de ces conflits a son propre lot de souffrance et de complexité, mais ensemble, ils tissent une toile de tension qui s'étend bien au-delà de leurs frontières. Déplaçons-nous maintenant vers l'Afrique, un continent immense et diversifié, mais qui est lui aussi confronté à une multitude de conflits. Au Sahel, des groupes djihadistes sèment la terreur, déstabilisant des pays entiers comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie a été secouée par une guerre civile brutale dans la région du Tigré, et le Soudan est régulièrement en proie à l'instabilité politique et aux violences. Plus au sud, des pays comme la République démocratique du Congo continuent de faire face à des conflits armés persistants dans leurs régions orientales. Ces conflits africains ont des causes multiples: pauvreté, mauvaise gouvernance, rivalité ethnique, compétition pour les ressources naturelles et bien sûr, les ingérences extérieures qui ne manquent jamais de jeter de l'huile sur le feu. Le problème, c'est que ces crises, même si elles peuvent sembler lointaines pour certains, ont des répercussions globales. Elles génèrent des flux de réfugiés,
créent des zones de non-droit propices à toutes sortes de trafics et peuvent devenir des foyers d'instabilité qui attirent des acteurs malveillants. Ignorer ces conflits, sous prétexte qu'ils ne se déroulent pas à notre porte, c'est faire l'autruche face à un incendie de forêt. Et puis, il y a une nouvelle dimension qui vient compliquer encore un peu plus ce joyeux tableau. La prolifération des armes autonomes. Oui, vous avez bien entendu. Des armes capables de sélectionner et d'engager des cibles sans intervention humaine. Des robots tueurs, pour faire simple. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est une réalité qui se rapproche à grands pas. Plusieurs pays investissent massivement dans cette technologie, et les débats éthiques et juridiques peinent à suivre le rythme effréné des avancées techniques. Ah, le nucléaire! Ce bon vieil ami qui nous rappelle que l'humanité a inventé des moyens spectaculairement efficaces pour s'auto-annihiler. On pourrait penser qu'après la guerre froide, cette menace se serait un peu estompée, qu'on aurait rangé ces joujoux démoniaques au placard. Mais non, détrompez-vous. Le risque d'escalade nucléaire est non seulement toujours présent, mais il semble même regagner en popularité, comme une vieille tendance mode un peu macabre qui refait surface. Pour vous donner une idée de l'ambiance générale, parlons de la Doomsday Clock, l'horloge de l'apocalypse. C'est un concept créé par des scientifiques, dont certains avaient participé au projet Manhattan. Oui, ceux qui ont fabriqué la première bombe atomique, donc ils savent de quoi ils parlent. Cette horloge symbolise la proximité de l'humanité avec une catastrophe planétaire, minuit, représentant la fin du monde. Et devinez quoi? En 2023, elle a été avancée à 90 secondes avant minuit, le point le plus proche de la catastrophe jamais atteint. Pardon, le brief dit 89 secondes, ce qui est encore, ou pire, selon votre niveau de pessimisme. 89 petites secondes. On a à peine le temps de se faire un café avant que tout n'explose. Cette avancée dramatique de l'horloge n'est pas due au hasard ou à une crise de nerfs collective des scientifiques. Elle est principalement due à la guerre en Ukraine et à la rhétorique nucléaire de plus en plus décomplexée de certains dirigeants. Quand le président d'une puissance nucléaire majeure commence à agiter la menace atomique comme on agite un hochet pour calmer un bébé, il y a de quoi être un peu tendu. Surtout quand on sait que ce hochet peut rayer des villes entières de la carte en quelques minutes. Et ce n'est pas tout. Pendant que l'horloge fait tic-tac de manière angoissante, plusieurs pays sont en train de moderniser leurs arsenaux nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la Chine, tous investissent des milliards pour rendre leurs bombes plus précises, plus rapides, plus efficaces, si l'on peut utiliser ce terme pour des engins de destruction massive. C'est une nouvelle course aux armements, mais qui se déroule de manière plus discrète, moins spectaculaire que pendant la guerre froide, ce qui la rend peut-être encore plus insidieuse. On développe de nouvelles têtes nucléaires, de nouveaux missiles hypersoniques capables d'échapper aux défenses adverses. Bref, on se prépare activement à un scénario qu'on prétend vouloir éviter. Cette modernisation n'est pas seulement une question de mettre à jour le matériel. Elle s'accompagne souvent d'un changement de doctrine. Certains pays semblent envisager l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, de faible puissance sur le champ de bataille, comme si une petite explosion nucléaire était moins catastrophique. C'est une illusion dangereuse. Et maintenant, la cerise sur ce gâteau déjà passablement indigeste, l'affaiblissement des mécanismes de coopération internationale, ces grandes organisations, ces traités, ces forums où les pays sont censés se parler et résoudre leurs différends de manière civilisée. Eh bien, il semblerait que ces adultes aient décidé de retourner en enfance, et que la cour de récréation mondiale soit devenue un joyeux chaos. Prenons l'exemple emblématique du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le papier, c'est l'organe suprême chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale. 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, dotés d'un droit de veto. Le problème, c'est que ce droit de veto paralyse toute action significative dès qu'elle contrarie les intérêts de l'un des grands 5. Combien de fois avons-nous vu le Conseil de sécurité incapable de s'accorder sur une résolution pour condamner une agression ou autoriser une mission de maintien de la paix? La guerre en Ukraine en est un exemple flagrant. La Russie a opposé son veto à toute tentative de la condamner. La Syrie, le Myanmar, le Yémen, la liste des crises où le Conseil a brillé par son impuissance est longue. Cette paralysie reflète une tendance plus large, la montée du nationalisme et du souverainisme. De plus en plus de dirigeants pensent que la meilleure façon de servir les intérêts de leur pays est de se replier sur soi. Mon pays d'abord devient le nouveau mantra. Et tant pis si cette approche mène à un monde où c'est la loi du plus fort qui prévaut. Les grands défis du 21e siècle, le changement climatique, les pandémies, la prolifération nucléaire,
ne connaissent pas de frontières et ne peuvent être résolus que par une action collective. Ce nationalisme exacerbé sape les efforts de paix de multiples façons. Il rend plus difficile la conclusion de compromis, car chaque concession est perçue comme une faiblesse. Il alimente la méfiance entre les États, chacun suspectant l'autre de vouloir tirer profit de la situation. Et il affaiblit les organisations internationales, vues par certains comme des contraintes inutiles à la souveraineté nationale. C'est un cercle vicieux, où le manque de coopération engendre plus de problèmes, qui à leur tour rendent la coopération encore plus difficile. Bon, voilà. On a fait un petit tour d'horizon des raisons pour lesquelles votre fil d'actualité ressemble de plus en plus au prologue d'un film catastrophe. Tensions géopolitiques majeures qui font froid dans le dos, multiplication de conflits régionaux qui s'enveniment comme une plaie mal soignée, risque d'escalade nucléaire qui nous rappelle que Dr Folamour était peut-être un documentaire, et des mécanismes de coopération internationale qui ont l'efficacité d'une passoire pour arrêter une inondation. C'est beaucoup. Et si vous vous sentez un peu déprimé, c'est normal. Ce serait même inquiétant si vous ne l'étiez pas.